Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le cours sur le système lymphatique. Dans le plan de ce cours, nous allons d'abord débuter par quelques généralités, nous allons aborder le rôle du système lymphatique, nous allons voir la lymphe en termes de composition mais également de fonction. Nous aborderons ensuite les vaisseaux lymphatiques, tout d'abord les capillaires lymphatiques, puis les gros vaisseaux lymphatiques, et nous aborderons par la suite les organes du système lymphatique avec les ganglions lymphatiques, la rate, le thymus et le tissu lymphoïde associé aux muqueuses que l'on symbolise par MALT pour Mucosal Associated Lymphoid Tissue. Débutons tout d'abord par quelques généralités et rôles du système lymphatique. La lymphe doit être considérée comme un tissu interstitiel. Une certaine quantité de liquide, donc de lymphe, va quitter les capillaires sanguins à leur extrémité artérielle avant de passer dans les tissus. À partir des tissus, ce liquide va être récupéré par des capillaires lymphatiques. Nous reviendrons par la suite sur la structure de ces capillaires lymphatiques. Ensuite, dans l'ensemble de l'organisme, la lymphe va circuler dans des vaisseaux qui sont dédiés à la lymphe, que l'on appelle des vaisseaux lymphatiques, et elle va être drainée, c'est-à-dire épurée des substances qu'elle peut contenir au niveau des ganglions lymphatiques. Le système lymphatique comprend donc la lymphe, les vaisseaux lymphatiques, les ganglions lymphatiques, les organes lymphatiques tels que la rate et le thymus. Elle exerce différentes fonctions qui sont essentielles à la vie. La première fonction est une fonction de drainage tissulaire. Il s'échappe environ 20 litres de liquide plasmatique des capillaires sanguins à leur extrémité artérielle avant de passer dans les tissus. Ce liquide va transporter des substances dissoutes et quelques protéines plasmatiques. La grande majorité de ces 20 litres retournent à la circulation sanguine en passant par les parois capillaires à leur extrémité veineuse. Ainsi, environ 17 litres de filtrat produits quotidiennement par l'extrémité artérielle des capillaires retournent directement dans le sang par réabsorption à l'extrémité veineuse de ces capillaires. Il persiste environ 3 litres quotidiens qui seront drainés par les vaisseaux lymphatiques. Sans ce système, les tissus contiendraient bien trop d'eau et le système cardiovasculaire défaillerait également. La deuxième fonction est une fonction d'absorption dans l'intestin grêle. Vous devez savoir que tous les composés qui sont liposolubles provenant de la digestion, notamment les graisses et les vitamines liposolubles, telles que les vitamines A, D, E et K, sont absorbés dans les chylifères lactéaux des villosités intestinales. La troisième fonction est une fonction immunitaire. La maturation et la production d'une certaine quantité de cellules immunitaires est assurée par les organes lymphatiques, alors qu'une autre partie est produite dans la moelle osseuse. La lymphe est un liquide à queue claire, ayant une composition proche de celle du plasma. La lymphe possède une composition même identique à celle du liquide interstitiel. La composition est de 20 g par litre de protéines pour la lymphe des tissus, mais 60 g par litre pour celle venant du foie et 30 à 40 g par litre pour la lymphe provenant de l'intestin. Elle transporte des protéines, des bactéries, mais aussi des débris cellulaires. Elle contient également, comme son nom l'indique, des lymphocytes. Les capillaires lymphatiques naissent dans les espaces interstitiels. On dit que ce sont des tubes borgnes. Les capillaires lymphatiques possèdent la même structure que les capillaires sanguins avec une seule couche de cellules endothéliales, avec toutefois une perméabilité accrue aux constituants du liquide interstitiel, y compris les protéines et les débris cellulaires. Les capillaires lymphatiques se réunissent progressivement de façon à fusionner
et former des vaisseaux lymphatiques de taille croissante. Les capillaires lymphatiques sont fermés à une extrémité et sont situés dans les espaces intercellulaires. Leur diamètre est plus important que celui des capillaires sanguins et leur structure très particulière permet au liquide interstitiel d'y entrer, mais pas d'en sortir. Leur paroi est constituée de cellules endothéliales non jointives, mais qui se chevauchent. Lorsque la pression augmente au niveau du liquide interstitiel et est plus importante que dans la lymphe, les cellules s'entr'ouvrent, comme le ferait une porte battante, et le liquide interstitiel pénètre dans le capillaire lymphatique. Les capillaires lymphatiques sont de petits cul-de-sac situés dans les tissus qui recueillent la lymphe et la transportent vers des conduits plus gros ou vaisseaux lymphatiques. Ces vaisseaux sont très proches des veines structurellement, avec des parois plus minces et davantage de valvules. Sur le schéma de gauche, vous pouvez voir notamment les capillaires sanguins, les vénules et le lien qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire les différentes relations entre les capillaires lymphatiques, les cellules et les capillaires sanguins. Entre ces différents capillaires du réseau artério-veineux sont présents les cellules d'un tissu quel qu'il soit. Et vous voyez que parallèlement sont présents des capillaires lymphatiques. La figure de droite représente un capillaire lymphatique qui, effectivement, comme son nom l'indique, est un tube borgne. Il est donc situé au milieu de cellules d'un tissu. Ces cellules sont entourées de liquide qui est du liquide interstitiel, et ce système lymphatique est là pour récupérer ce liquide interstitiel qui baigne les cellules. Lorsqu'il y a une augmentation de pression au sein de ce liquide tissulaire, le liquide peut passer au travers des cellules non jointives, comme c'est symbolisé ici par les petites flèches noires. Le liquide va donc passer des cellules. En fait, il correspond au liquide qui entoure, qui baigne les cellules, vers l'intérieur du capillaire lymphatique. Lorsqu'il y a une augmentation de pression, cela agit comme une porte battante, c'est-à-dire que les cellules vont s'écarter pour laisser passer le liquide qui baigne les cellules vers l'intérieur du capillaire lymphatique. Ce schéma général vous montre les relations qu'il y a entre les vaisseaux lymphatiques, les nœuds lymphatiques et le système cardiovasculaire. Vous savez qu'au sein du système cardiovasculaire, la circulation est séparée en, d'une part, la circulation systémique et la circulation pulmonaire. Vous pouvez distinguer au niveau pulmonaire un système lymphatique comprenant des capillaires lymphatiques et des nœuds lymphatiques. Le liquide qui va s'échapper des capillaires sanguins des poumons va être récupéré par les capillaires lymphatiques, puis transporté vers les nœuds lymphatiques pour revenir ensuite vers le système cardiovasculaire et au cœur. On dit toujours que la lymphe va des tissus vers le cœur. C'est également visible dans la partie inférieure de ce schéma, au niveau de la circulation systémique. Vous voyez qu'en parallèle des capillaires sanguins systémiques sont présents des capillaires lymphatiques qui vont récupérer également la lymphe des tissus. Cette lymphe, elle se forme par sortie de lymphe des capillaires sanguins et qui vont être récupérés par les capillaires lymphatiques, puis ensuite être pris en charge par les nœuds lymphatiques et revenir jusqu'au cœur et se déverser dans la veine subclavière. Le réseau de capillaires lymphatiques n'est pas présent dans les tissus comme le système nerveux central, l'os et les couches superficielles de la peau. Les gros vaisseaux possèdent une couche fibreuse, une couche moyenne avec muscles lisses et tissus élastiques et une couche interne bordante endothéliale.
La circulation se fait en sens unique vers le thorax. Le déplacement de la lymphe se fait par une contraction rythmique du muscle lisse qui agit comme une pompe musculaire. La circulation est favorisée par les muscles et les grosses artères. Il existe deux gros vaisseaux qui correspondent à deux gros canaux formés, tels que le canal thoracique et lymphatique droit. Le canal thoracique fait environ 40 cm de long. Il débute à la citerne du Schill, au niveau L1, L2. Il remonte dans l'abdomen et le thorax pour se jeter dans la veine sous-clavière gauche. Il draine la lymphe des membres inférieurs, des cavités pelviennes et abdominales, et la moitié gauche du thorax, la tête et le cou, et le membre supérieur gauche. Le conduit lymphatique droit est un vaisseau dilaté d'environ 1 cm, situé à la base du cou, et qui s'ouvre dans la veine sous-clavière droite. Il draine la lymphe de la moitié droite du thorax, de la tête et du cou, ainsi que celle du membre supérieur droit. Sur cette figure sont représentées les différentes régions du corps drainées par le conduit lymphatique droit et le conduit thoracique. En vert clair sont représentées les régions drainées par le conduit lymphatique droit et en vert foncé les régions drainées par le conduit thoracique. Comme je vous l'ai dit précédemment, le canal ou conduit thoracique, c'est la même chose, fait environ 40 cm de long. Il débute à la citerne du Schill, localisée au niveau des vertèbres L1 et L2, et remonte dans l'abdomen et le thorax pour se jeter dans la veine sous-clavière gauche. Il draine la lymphe des membres inférieurs, des cavités pelviennes et abdominales, la moitié gauche du thorax, de la tête et du cou, et le membre supérieur gauche. Le conduit lymphatique droit est quant à lui un vaisseau dilaté d'environ 1 cm situé à la base du cou et qui s'ouvre dans la veine sous-clavière droite. Il draine la lymphe de la moitié droite du thorax, de la tête et du cou, ainsi que celle du membre supérieur droit. Les organes et les tissus lymphatiques. Commençons d'abord par les ganglions lymphatiques. Ils sont entourés d'une capsule fibreuse formant des travées conjonctives délimitant des compartiments qui sont remplis de tissus réticulaires et lymphoïdes, contenant des lymphocytes et des macrophages. Ils sont caractérisés par plusieurs vaisseaux afférents qui peuvent pénétrer le ganglion, mais un seul ou deux maximum efférents en repartent. Une artère pénètre dans chaque ganglion, d'où ressortent une veine et le lymphatique efférent. Le tissu réticulaire, que l'on appelle également tissu réticulé, correspond au tissu conjonctif qui constitue le stroma des organes hématopoïétiques et lymphoïdes. Ganglion lymphatique, rate, moelle osseuse, du foie et du rein. Sa charpente collagène, principalement faite de collagène de type 3, peut être visualisée en microscopie optique après coloration. Ces organes ovalaires, qui sont organisés en groupes, drainent la lymphe avant la circulation sanguine. Leur taille peut être très variable. Il y a de petits ganglions lymphatiques, comme il peut y avoir de gros ganglions lymphatiques. Cette figure représente l'anatomie du système lymphatique. Vous pouvez distinguer que les ganglions lymphatiques sont répartis à peu près partout dans l'organisme. Il y a néanmoins des zones qui en contiennent davantage. En particulier l'aine, toute la région abdominale, également les aisselles sont très riches en ganglions lymphatiques. Le thorax, il y en a pas mal également. Vous pouvez distinguer au milieu la citerne du Schill, d'où partent le conduit thoracique qui remonte vers le thorax. Vous pouvez distinguer également la veine subclavière droite, la veine subclavière gauche. Vous pouvez également distinguer que le conduit thoracique se verse dans la veine subclavière gauche, alors que le conduit lymphatique droit se déverse dans la veine subclavière
droite. Il y a également un certain nombre de ganglions lymphatiques également au niveau du visage, en particulier de la racine du cou. Les ganglions lymphatiques peuvent avoir une situation profonde ou au contraire superficielle. Ils peuvent être en groupe, stratégiques. La lymphe est filtrée par son passage successif dans les différents ganglions. Les différents éléments à éliminer peuvent être des débris cellulaires, des phagocytes morts ou vivants, des microbes, des cellules tumorales, des cellules altérées ou vieillies. La destruction s'opère dans le ganglion par des macrophages et des anticorps. Dans le cas où des particules non éliminées parviennent au système sanguin, elles peuvent déclencher une réaction inflammatoire avec tuméfaction ganglionnaire. On appelle cela une adénopathie. L'architecture normale du ganglion montre des follicules de lymphocytes B et des zones interfolliculaires de lymphocytes T qui sont délimitées par une capsule. Dans la deuxième partie du cours, nous reprendrons par la structure et la fonction de la rate.